Pourquoi notre univers nécessite 11 dimensions, la science derrière la réalité. L'architecture de notre cosmos, telle que perçue par l'intuition quotidienne, se limite aux 3 dimensions spatiales que nous mesurons avec nos mètres et nos lasers: hauteur, largeur, profondeur, auxquelles s'ajoute la dimension temporelle, une flèche unidirectionnelle nous propulsant inéluctablement du passé vers le futur. Cette réalité quadridimensionnelle, formalisée par la relativité restreinte et générale d'Albert Einstein, constitue le socle de la physique classique et de notre expérience phénoménologique. Pourtant, lorsque l'on plonge dans les arcanes de la physique théorique contemporaine, cherchant à unifier les forces fondamentales qui régissent l'infiniment grand, la gravité, avec celles qui gouvernent l'infiniment petit, l'électromagnétisme, les forces nucléaires faibles et fortes, cette description familière s'effondre, révélant une toile de fond bien plus complexe, une symphonie mathématique exigeant l'existence de dimensions supplémentaires, souvent 11 au total dans le cadre le plus abouti, la théorie des supercordes et sa généralisation, la théorie M. L'impératif des dimensions supplémentaires n'est pas une fantaisie métaphysique, mais une nécessité mathématique dictée par la cohérence interne des équations visant à décrire la nature à son niveau le plus fondamental. Pour appréhender cette exigence, il faut d'abord comprendre la nature du problème que ces dimensions cherchent à résoudre, le fossé entre la mécanique quantique et la relativité générale. La relativité générale décrit la gravité non pas comme une force au sens newtonien, mais comme une courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Ces prédictions, validées par l'observation des lentilles gravitationnelles, de la précession du périhélie de Mercure et des ondes gravitationnelles détectées par l'observatoire LIGO, sont spectaculairement précises dans le domaine macroscopique. En revanche, la mécanique quantique excelle à décrire les 3 autres forces fondamentales à l'échelle subatomique, régissant le comportement des particules par le biais de champs quantifiés et de probabilités. Le point de rupture survient lorsque l'on tente d'appliquer les méthodes de quantification de la mécanique quantique à la gravité. Les tentatives initiales, connues sous le nom de théorie quantique des champs gravitationnels perturbatifs, conduisent inéluctablement à des infinis non renormalisables. Autrement dit, les calculs prédisent des valeurs de probabilité ou d'énergie infinie, un signal clair que la théorie est incomplète ou mal formulée dans son cadre actuel. L'énergie de Planck, environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 joules, marque l'échelle à laquelle les effets quantiques de la gravité deviennent prépondérants, un domaine où nos outils actuels ne peuvent fournir de réponse sensée. C'est dans ce contexte que la théorie des supercordes a émergé au milieu du XXe siècle, connaissant une renaissance spectaculaire dans les années 1980. Son postulat central est révolutionnaire: les constituants fondamentaux de la matière et des forces ne sont pas des particules ponctuelles, mais des vibrations minuscules, unidimensionnelles, appelées cordes. Ces cordes, dont la longueur caractéristique est de l'ordre de la longueur de Planck, vibreraient à différentes fréquences, chaque mode de vibration correspondant à une particule différente dans le modèle standard de la physique des particules, un électron, un photon, un quark, et, crucialement, le graviton, la particule médiatrice hypothétique de la force gravitationnelle. L'inclusion naturelle du graviton dans le spectre vibratoire de la corde a offert une voie vers une théorie quantique de la gravité cohérente, exempte de ces fameux infinis perturbatifs. Cependant, la cohérence mathématique de la théorie des supercordes impose une contrainte draconienne sur la géométrie de l'espace-temps lui-même. Pour que les amplitudes de diffusion des cordes restent finies et que les symétries requises pour l'existence de la supersymétrie, une symétrie postulant que chaque particule bosonique a un partenaire fermionique et vice-versa, soit respectée, l'espace-temps ne peut avoir 4 dimensions. Les premières versions, connues sous le nom de théorie de Tipi, nécessitaient 10 dimensions spatio-temporelles, soit 9 dimensions spatiales plus le temps. La cohérence exigeait un nombre précis de dimensions supplémentaires pour annuler les anomalies quantiques qui, autrement, rendraient la théorie physiquement non viable. Si l'on tente de travailler avec 8 ou 12 dimensions spatiales, les équations se déstabilisent, conduisant à des violations de principes fondamentaux comme la conservation de l'énergie ou l'invariance de Lorentz. Le chiffre magique, déterminé rigoureusement par les calculs de cohérence des boucles quantiques impliquant les cordes ouvertes et fermées, est 10 dimensions totales. Face à cette exigence, la question immédiate se pose: où sont ces 6 dimensions spatiales supplémentaires? La réponse réside dans le mécanisme de compactification, un concept introduit pour expliquer pourquoi notre expérience quotidienne est limitée aux 3 dimensions que nous percevons. Si ces dimensions existent, elles doivent être enroulées sur elles-mêmes, si petites qu'elles sont indétectables par nos instruments actuels, même les accélérateurs de particules les plus puissants comme le Grand Collisionneur de Hadron du CERN, dont l'énergie maximale atteint environ 7 téraélectronvolts.
Le modèle standard de compactification postule que ces dimensions excédentaires sont enroulées selon des géométries extrêmement complexes appelées variétés de Calabi-Yau. Une variété de Calabi-Yau est une variété calérienne compacte à 6 dimensions réelles, caractérisée par une courbure scalaire nulle, une propriété mathématique essentielle pour préserver la supersymétrie une fois que l'on descend à 4 dimensions effectives. L'espace de Calabi-Yau est essentiellement une forme géométrique multidimensionnelle, un paysage topologique qui détermine les propriétés des particules et des forces que nous observons dans notre univers quadridimensionnel. Par exemple, la manière dont une corde vibre, et donc la masse et la charge de la particule qu'elle représente, dépendent intrinsèquement de la topologie de l'espace de compactification. Le nombre de trous ou de cavités dans cette variété à 6 dimensions, son nombre de Betti, détermine le nombre de familles de particules et de forces observées. L'excitation mathématique réside dans le fait qu'il existe un nombre astronomiquement grand de variétés de Calabi-Yau possibles, estimées à environ 10 puissance 500 dans certains contextes, chacune décrivant un univers potentiellement différent avec des lois physiques distinctes. Ce vaste espace des vides possibles est souvent appelé le « paysage » de la théorie des cordes, soulevant des questions profondes sur le principe anthropique et la nature de notre propre réalité physique particulière. L'évolution de la théorie des supercordes ne s'est pas arrêtée à ces 5 théories apparemment distinctes, type I, type IA, type IB, hétérotique SO et hétérotique 8/10, qui étaient toutes cohérentes à 10 dimensions. Dans les années 1990, le physicien Edward Wheaton et d'autres ont démontré qu'il existait des dualités reliant ces 5 théories. Ces dualités suggèrent que ce que nous pensions être 5 théories séparées ne sont en réalité que des limites différentes d'une théorie unique, plus fondamentale, baptisée théorie M. Le préfixe M reste intentionnellement ambigu, pouvant signifier mer, magique ou membrane. La théorie M exige 11 dimensions spatio-temporelles, soit 10 dimensions spatiales et une dimension temporelle. L'introduction de cette 11e dimension spatiale est cruciale. Elle permet d'unifier les théories de cordes de type IA et hétérotique 8/10, qui étaient auparavant vues comme distinctes. Dans la théorie M, la corde de type IA est interprétée comme une membrane de type 2, ou pébrane, où la dimension supplémentaire est une certaine sorte de temps ou d'espace transverse. Plus spécifiquement, l'11e dimension est celle le long de laquelle une corde de type IA se contracte pour former une corde fermée de type IA. Lorsqu'une corde de type IA se courbe et se referme dans cette 11e dimension, elle devient effectivement une corde de type IA dans un espace à 10 dimensions. Cette vision permet de comprendre comment les cordes et les membranes, des objets de dimensions différentes, un 0 brane est un point, un 1 brane est une corde, un 2 brane est une membrane, peuvent être interconnectés par des principes de dualité. L'un des concepts les plus stimulants introduits par la théorie M est celui des membranes, ou branes. Si les cordes sont les excitations fondamentales dans la théorie des supercordes, la théorie M introduit des objets plus généraux, les pébranes, qui peuvent avoir une dimension spatiale. Notre univers quadridimensionnel pourrait être lui-même une de ces branes, appelée une trébrane ou 3 branes, flottant dans un espace ambiant de plus grande dimension, souvent appelé le bulk. L'idée de l'univers brane est particulièrement séduisante car elle offre une explication potentielle à la faiblesse apparente de la gravité par rapport aux autres forces fondamentales, un problème connu sous le nom de hiérarchie des forces. Dans le modèle standard, la gravité est incroyablement faible, la force électromagnétique entre un électron et un proton dans un atome d'hydrogène est environ 10 puissance 36 fois plus forte que leur attraction gravitationnelle. Si toutes les forces sont unifiées à l'échelle de Planck, pourquoi cette disparité colossale ? La théorie de l'univers brane propose que les particules du modèle standard, les électrons, les quarks, les photons sont des excitations de cordes ouvertes dont les extrémités sont ancrées sur notre brane tridimensionnel. Ces cordes ouvertes ne peuvent pas quitter notre espace, ce qui signifie que les forces qu'elles véhiculent, électromagnétisme, forces faibles et fortes, sont confinées à nos 3 dimensions spatiales. Cependant, le graviton est associé à une corde fermée, qui, par définition, n'a pas d'extrémité. Ces cordes fermées peuvent donc se propager librement dans toutes les 11 dimensions de la théorie M, y compris le bulk de dimension supérieure. L'effet de cette propagation dans un espace plus vaste est que la force gravitationnelle est diluée. Lorsqu'un observateur sur notre brane tente de mesurer la gravité, il ne mesure qu'une fraction de la force réelle, le reste s'échappant dans les dimensions supplémentaires. Ce modèle a été concrétisé par des modèles comme ceux proposés par Arkani Hamed, Dimopoulos et Dvali, connus sous le nom de modèle ADD, pour Arkani Hamed, Dimopoulos, Dvali, qui suggère que les dimensions supplémentaires pourraient être étonnamment grandes, potentiellement de l'ordre du micromètre,
si elles sont enroulées de manière non compacte ou si la géométrie du bulk est particulière. Si ces dimensions étaient si grandes, nous devrions observer des déviations significatives de la loi du carré inverse de la gravité de Newton à de très courtes distances. Les expériences de torsion de précision, mesurant la gravité sur des échelles allant de quelques centaines de micromètres jusqu'à des échelles submillimétriques, n'ont jusqu'à présent trouvé aucune déviation significative de la loi de Newton au-delà de 50 micromètres. Cela place des contraintes sévères sur la taille maximale de ces dimensions supplémentaires, les forçant généralement à être beaucoup plus petites, de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, si elles sont compactifiées de manière uniforme. Néanmoins, la possibilité que seules certaines forces se propagent dans ces dimensions reste une piste de recherche active, alimentée par la recherche de production de mini-trous noirs ou de gravitons se propageant hors de notre brane lors de collisions à haute énergie au CERN. L'exigence des dimensions supplémentaires n'est pas seulement liée à la gravité, elle est intrinsèquement liée à la supersymétrie. La supersymétrie est une tentative de symétriser la nature entre les fermions, constituants de la matière, et les bosons, porteurs de force. Si la supersymétrie était exacte, chaque particule du modèle standard aurait un partenaire supersymétrique, ou superpartenaire, avec un spin différent d'une demi-unité. Par exemple, le photon aurait un photino, l'électron un sélectron, et le quark un squark. Ces superpartenaires sont attendus à des masses beaucoup plus élevées que leurs homologues, car la supersymétrie est clairement brisée dans notre univers à basse énergie. La recherche de ces particules supersymétriques est l'un des objectifs majeurs des expériences actuelles au CERN. La théorie des supercordes, en revanche, ne peut exister sans la supersymétrie. L'inclusion des superpartenaires dans la théorie des cordes est ce qui permet d'éliminer les divergences, d'assurer la positivité des probabilités et de maintenir la cohérence quantique. Les dimensions supplémentaires, dans ce cadre, sont le prix à payer pour une théorie cohérente de la gravité quantique intégrant la supersymétrie. Revenons à l'exigence mathématique la plus fondamentale, la cohérence des boucles de cordes. Lorsqu'on calcule les interactions quantiques, les cordes peuvent se diviser ou se recombiner. Ces événements sont décrits par des intégrales sur des surfaces bidimensionnelles représentant la trajectoire de la corde dans l'espace-temps. Dans un espace-temps à 4 dimensions, ces intégrales mènent à des anomalies ultraviolettes, des infinis non physiques. La présence de dimensions supplémentaires permet de réarranger les termes de ces intégrales, notamment en introduisant des symétries supplémentaires découlant de la géométrie de l'espace compactifié, qui annulent précisément ces divergences. Par exemple, dans le cas de la théorie IA à 10 dimensions, la quantification des états de cordes fermées nécessite que l'espace-temps soit plat ou que, s'il est courbe, cette courbure soit compensée par des champs spécifiques appelés fonds de tension, dont la nature dépend de la géométrie de Calabi-YAU. La théorie M, en se déplaçant à 11 dimensions, parvient à une description plus fondamentale où ces 5 théories de cordes sont vues comme des limites différentes de la même structure sous-jacente, par exemple, lorsque la 11e dimension devient petite et contractée. L'impact de ces dimensions supplémentaires sur la physique des particules est profond, même si elles sont compactifiées. La forme exacte du tissu de Calabi-YAU dicte les constantes de couplage des forces fondamentales, les masses des particules et même la nature de la matière observée. Considérons le spectre des particules, les différents modes de vibration d'une corde compactifiée sur une variété de dimensions 6 correspondent aux particules du modèle standard. La manière dont la corde interagit avec la géométrie locale de la variété détermine si la particule résultante est un fermion ou un boson, sa charge électrique, et sa masse. Une variété de Calabi-YAU avec un certain nombre de trous aura un spectre de particules prédit différent d'une autre. Étant donné que nous observons un modèle standard très spécifique, 3 générations de fermions, un ensemble particulier de charges, la théorie des cordes impose une contrainte extrême sur la géométrie topologique possible. C'est l'un des défis majeurs, naviguer dans le paysage de 10 puissance 500 vide pour trouver celui qui correspond précisément à notre physique observée. Pour rendre les choses plus concrètes, considérons un exemple simple de compactification. Imaginez un espace à 5 dimensions, 4 spatiales et une dimension supplémentaire circulaire, $S$1, avec un rayon $R$. Si une particule se propage dans cet espace, son impulsion dans la dimension supplémentaire, $P5, doit être quantifiée, $P5 égale N$ divisé par $R$, où $N$ est un entier. Ces modes de quantification se manifestent comme des copies de la particule dans l'espace quadridimensionnel effectif, avec des masses augmentées par l'énergie correspondante, $E égale N$ fois $H$ divisé par 2 fois π fois $R$. C'est le phénomène de Kaluza-Klein.
Dans le contexte des dimensions supplémentaires compactifiées de la théorie des cordes, ces modes Kaluza-Klein constituent des particules supersymétriques lourdes potentielles. Si le rayon $R$ est de l'ordre de la longueur de Planck, ces masses Kaluza-Klein sont si grandes qu'elles sont inaccessibles, expliquant pourquoi nous ne les voyons pas directement. Si, comme le suggèrent certains modèles d'univers Brane, $R$ est plus grand, nous pourrions voir des effets Kaluza-Klein à haute énergie. L'11e dimension de la théorie M offre une perspective encore plus riche sur les symétries. Elle est souvent interprétée comme une dimension où l'une des dualités de cordes se transforme. Prenons la dualité T. La dualité T établit une équivalence entre une théorie de cordes de type IA compactifiée sur un cercle de rayon $R$ et une théorie de type IA compactifiée sur un cercle de rayon $R$ divisé par $R$ au carré, c'est-à-dire $R$ transformé en 1 divisé par $R$. Pour que cette dualité soit une symétrie physique, la théorie doit être identique à $R$ et à 1 divisé par $. Cela n'est possible que si la théorie elle-même possède une structure supplémentaire qui se révèle lorsque $R$ devient très petit ou très grand. L'11e dimension apparaît précisément comme l'espace nécessaire pour englober cette relation de dualité. Lorsque la 11e dimension se contracte, la théorie M se réduit à une théorie de cordes à 10 dimensions, et la taille de cette 11e dimension dicte quelle théorie de cordes à 10 dimensions est obtenue. Par exemple, si la 11e dimension est petite, elle donne naissance à la théorie IA, si elle est grande, une autre limite apparaît. La théorie M, en tant qu'entité à 11 dimensions, reste énigmatique car nous n'avons pas encore de formulation complète et non perturbative de celle-ci. Les 5 théories de cordes à 10 dimensions sont des limites perturbatives, valides uniquement lorsque les couplages sont faibles ou lorsque certaines dimensions sont très grandes ou très petites. La théorie M est censée être la description complète, mais sa formulation canonique est encore en quête. Les physiciens travaillent à travers des relations de dualité, des exemples spécifiques impliquant des géométries particulières, et des modèles joués pour en déduire les propriétés. Un exemple concret de l'utilité des dimensions supplémentaires réside dans la résolution de problèmes en gravité quantique. Dans la théorie des cordes, la gravité quantique est intrinsèquement cohérente parce que l'interaction n'est plus un point, mais une corde étalée. L'interaction entre deux cordes s'étale dans l'espace-temps, lissant les singularités qui apparaissent dans la théorie ponctuelle. Cette structure étalée, même dans 10 ou 11 dimensions, garantit que les amplitudes restent finies. Considérons maintenant la relation avec les trous noirs. La thermodynamique des trous noirs, établie par Bekenstein et Hawking, attribue une entropie $S$ à un trou noir proportionnel à l'aire de son horizon des événements $S$ égale $A$ divisé par 4 fois la constante de Planck réduite et la constante gravitationnelle. Cette formule est profondément mystérieuse car elle mélange des concepts de mécanique classique, l'air, avec des concepts quantiques, l'entropie $S$. La théorie des cordes a fourni la première dérivation microscopique de cette formule pour des trous noirs spécifiques, appelés trous noirs extrémaux, qui sont des objets qui possèdent la charge maximale possible pour leur masse, prévue par la supersymétrie. En comptant les micro-états de de Brane, des objets étendus sur lesquels les extrémités des cordes ouvertes peuvent se terminer, qui, lorsqu'ils sont regroupés, forment la géométrie du trou noir, les physiciens ont pu reproduire exactement la formule de Bekenstein-Hawking. Ces micro-états correspondent aux vibrations des cordes et des débranes compactifiées dans les dimensions supplémentaires. Si la théorie n'avait que 4 dimensions, il serait impossible de générer un nombre suffisant d'états internes pour expliquer l'entropie observée des trous noirs de grande masse. Les dimensions supplémentaires fournissent l'espace de phase nécessaire pour coder cette complexité entropique. L'exploration des dimensions supplémentaires conduit également à des idées sur l'origine de l'asymétrie entre matière et antimatière, bien que ce soit un domaine beaucoup plus spéculatif. Dans le contexte de la théorie des branes, la matière réside sur notre brane, et les forces fondamentales sont transmises via des cordes ouvertes ancrées. La violation de la symétrie matière-antimatière, violation de $CP$, est nécessaire pour expliquer l'excès de matière dans l'univers, tel que postulé par Sakharov. Les théories de jauge sur des branes, en particulier celles impliquant des géométries non triviales pour les dimensions compactifiées, peuvent générer naturellement des interactions complexes qui favorisent la matière par rapport à l'antimatière lors des phases précoces de l'univers. Un autre concept fascinant, directement lié aux dimensions supplémentaires et à la théorie M, est celui des cordes ouvertes attachées à des objets étendus. Dans la théorie M, nous avons des cordes, un brane, et des membranes, deux branes. Dans le cadre plus général des branes, les cordes ouvertes peuvent se terminer sur des branes de dimensions supérieures.
Ces brânes fonctionnent comme des surfaces physiques dans le bulk où les excitations de jauge électromagnétique peuvent exister. L'idée est que notre univers, en tant que brane tridimensionnel, est immergé dans un espace à 11 dimensions, et que les constantes de couplage que nous mesurons la force de l'électromagnétisme, la force forte sont en réalité déterminées par la manière dont les cordes ouvertes sont collées à notre brane, c'est-à-dire par la géométrie locale de notre espace de jauge sur la brane. La géométrie de compactification elle-même n'est pas statique dans certaines formulations. Dans la théorie M, l'évolution de l'univers peut impliquer la dynamique des dimensions supplémentaires. L'une des propositions les plus spectaculaires est le scénario du Big Bang, proposé par des modèles basés sur la cosmologie des branes, par exemple, le modèle écpirotique ou cyclique. Ce scénario suggère que l'univers ne commence pas par une singularité, le Big Bang, mais par la collision ou la proximité d'une autre brane parallèle dans le bulk. Lorsque deux branes se rapprochent, l'énergie potentielle accumulée entre elles est libérée sous forme de chaleur et de matière sur les branes, créant l'expansion que nous interprétons comme le Big Bang. Après la collision, les branes s'éloignent à nouveau, et le cycle recommence. Ce modèle résout le problème de la singularité initiale, mais il exige l'existence d'au moins une dimension supplémentaire pour permettre la séparation et le rapprochement des branes. La nature de cette dimension supplémentaire dans les modèles cycliques est souvent celle d'une dimension transverse dans laquelle les branes se déplacent, suggérant que la géométrie totale est dynamique et non statique comme dans le modèle de Calabi-YAU fixe. Malgré la puissance théorique de la théorie des cordes et de la théorie M pour fournir un cadre mathématiquement cohérent pour la gravité quantique, la vérification expérimentale reste le saint graal insaisissable. L'échelle de Planck, où les effets des 11 dimensions devraient être manifestes, est si incroyablement éloignée de notre portée énergétique actuelle, un facteur d'environ 10 puissance 15 en énergie, qu'une confirmation directe est hors de portée pour l'instant. La recherche se concentre donc sur les conséquences indirectes. Premièrement, la supersymétrie. Si des superpartenaires sont découverts au CERN avec des masses dans la plage des téraélectronvolts, cela fournirait un soutien majeur à l'architecture sous-jacente de la théorie des cordes. Deuxièmement, les signatures cosmologiques. Les modèles de Brane prédisent des perturbations spécifiques dans le fond diffus cosmologique, CMB, dues aux vibrations des branes ou à la propagation des gravitons dans le bulk pendant l'inflation cosmique. Troisièmement, les tests de la loi du carré inverse de la gravité à très courte portée, comme mentionné précédemment. Un défi majeur lié aux dimensions supplémentaires est la délocalisation de certaines interactions. Si les dimensions sont grandes, on pourrait observer des phénomènes où les lois de la physique semblent changer en fonction de la distance. Par exemple, si l'électromagnétisme est confiné à notre brane, il devrait obéir à la loi de l'inverse du carré dans nos 3 dimensions spatiales. Cependant, si une partie du champ électromagnétique pouvait fuir dans une dimension supplémentaire compactifiée avec un rayon $R$, la loi de Coulomb pourrait être modifiée à des échelles de l'ordre de $R$. Les expériences actuelles, en n'observant aucune modification, imposent des contraintes très fortes sur les géométries des dimensions supplémentaires. L'énigme de la compactification est fascinante. Pourquoi le vide que nous habitons, avec sa physique particulière, est-il si privilégié parmi les 10 puissance 500 possibilités ? Les tentatives d'expliquer cela passent par des arguments statistiques dans le paysage. Si l'espace des vides est si vaste, il est probable que des régions existent où les lois physiques permettent la formation d'étoiles, de galaxies et, finalement, d'observateurs conscients. Notre existence sélectionne intrinsèquement un vide qui supporte la vie. Cela conduit au débat sur le principe anthropique fort. Peut-être que les lois physiques telles que nous les connaissons ne sont pas universellement nécessaires, mais sont simplement les conditions locales dans notre poche de l'univers. La théorie M et ses 11 dimensions représente la tentative la plus ambitieuse de la physique moderne pour réaliser le programme d'une théorie du tout, unifiant toutes les forces et toutes les particules sous un seul formalisme mathématique cohérent. Le passage de 10 à 11 dimensions n'était pas arbitraire, mais une nécessité pour englober les dualités qui relient les théories de cordes antérieures. L'11e dimension agit comme un paramètre qui révèle la structure sous-jacente de la théorie, particulièrement visible lorsque cette dimension est très petite et contractée, ou lorsqu'elle est utilisée pour décrire l'évolution dynamique des membranes cosmiques. Bien que les preuves directes de ces dimensions restent hypothétiques, leur nécessité mathématique pour la cohérence de la gravité quantique est le moteur qui continue de pousser la recherche au-delà de notre intuition quadridimensionnelle. L'architecture de la réalité, si la théorie M est correcte, est fondamentalement plus riche et plus complexe qu'elle n'y paraît, cachant des dimensions supplémentaires qui ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais les architectes silencieux de la matière, de l'espace, du temps,
et des forces que nous mesurons chaque jour.